Mes parents ont refusé de venir à mon mariage parce que mon fiancé était un père célibataire. Papa a dit qu'il allait ruiner ma vie. Puis sa fille de 6 ans a marché dans l'allée en tenant une pancarte. Quand la salle l'a lu, ils ont fondu en larmes. Un invité l'a filmée et 48 heures plus tard, elle a atteint 11 millions de vues. Mon père est pasteur d'une méga église à Austin, Texas. 2 semaines avant mon mariage, il s'est tenu derrière sa chaire et a dit à 2800 personnes qu'il n'y assisterait pas parce que j'épousais un produit endommagé, un veuf avec une fille de 6 ans. Il a dit cela depuis la scène alors que j'étais assise au premier rang. Il a dit, les femmes pieuses ne prennent pas le fardeau d'une autre femme. Il a dit, la femme décédée de mon fiancé était un signal d'alarme. Il a demandé à la congrégation de prier pour que je voie la vérité. Ma mère était assise à côté de lui, hochant la tête. Je m'appelle Marie Cadet. J'ai 29 ans. Et je veux que vous sachiez ce qui s'est passé lorsque ce fardeau, une élève de première année, a marché dans l'allée de mon mariage en tenant une pancarte que 11 millions de personnes verraient. Parce que ce que cette petite fille a écrit a détruit tout ce que mon père avait construit en une seule phrase. Avant de vous dire ce que disait cette pancarte, aimez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. Si votre propre père vous humiliait depuis la chaire devant 2800 personnes, lui pardonneriez-vous un jour? Parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Voici comment j'en suis arrivé là. J'ai grandi à la Grace Community Church, 2800 membres. Mon père l'a bâti à partir d'une cafétéria d'école primaire louée en 1997 pour en faire un complexe avec un café-bar et sa propre équipe de stationnement. J'avais 7 ans lorsque nous avons emménagé dans le nouveau bâtiment. Je me souviens de lui pleurant lors de la cérémonie de dédicace. Il disait que Dieu avait béni sa fidélité. Ce qu'il voulait dire, c'est que son image avait porté ses fruits. Les dimanches matins signifiaient la performance. Ma famille s'asseyait au premier rang. Section A, siège 12, même endroit pendant 18 ans. Ma mère s'assurait que mon frère et moi étions habillés comme si nous auditionnions pour une couverture de magazine chrétien, modeste, soigné, prêt pour la caméra, car les caméras tournaient toujours. 3 services tous diffusés en direct. Les gens nous regardaient. C'était le but. Ma mère avait l'habitude de me tirer dans la salle de bain du bureau de l'église si ma tenue était froissée ou si mes cheveux avaient l'air en désordre. Elle disait, tu veux que les gens pensent que nous sommes en train de nous effondrer? J'avais 12 ans la première fois qu'elle a dit ça. Je ne comprenais pas ce que nous avions à voir avec ma queue de cheval. Je comprends maintenant. Il y avait des règles que personne n'écrivait, mais que tout le monde connaissait. Ne sors pas de l'église. Ne remets pas en question le leadership en public. Ne divulgue pas les problèmes familiaux. N'épouse personne qui pourrait compliquer le témoignage. Quiconque divorçait d'un foyer brisé, quiconque avec ce qu'ils appelaient des bagages. Mon père avait l'habitude de le dire lors des dîners de famille chaque dimanche à 13h15 précise, juste après notre retour du dernier service. Notre famille n'est pas comme les autres familles. Nous sommes tenus à un niveau plus élevé. C'est le prix du leadership. Il disait cela pendant que ma mère préparait la même rotation de 12 prières approuvées que nous utilisions pour la grâce. Ensuite, il parlait du budget de l'église ou des familles qui donnaient la dîme ou quel membre du personnel ne respectait pas les normes. Il parlait des gens comme s'il s'agissait de rapports trimestriels. Mon frère aîné a compris le jeu très tôt. Il a épousé une responsable de louange d'une autre méga église à 26 ans. Mon père a officié. La réception comptait 350 invités. Bénédiction complète parce qu'elle correspondait à l'image. Blonde, musicale, proche du ministère. Son père était diacre. Sa mère dirigeait l'étude biblique des femmes. Elle cochait toutes les cases. Je ne savais pas que je jouais un rôle jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui ne jouait pas. J'ai commencé à travailler comme conseillère scolaire à l'école primaire quand j'avais 27 ans. Travis Heights Elementary, juste à la périphérie du centre-ville d'Austin. Le travail était censé être temporaire pendant que je cherchais ce que je voulais vraiment faire. Il s'avère que regarder les enfants gérer leurs vrais problèmes m'a fait remarquer à quel point la version de la foi de ma famille avait toujours été fausse. Nous parlions de la grâce pendant 2 heures chaque dimanche à l'église. Mais je n'avais jamais réellement vu personne en difficulté dans notre bâtiment. Tous ceux qui franchissaient ces portes étaient déjà propres, déjà en pleine performance, cachant déjà tout ce qui les rendait humains. À l'école,
j'ai rencontré une élève de 2e année dont le père célibataire travaillait de nuit et se présentait à chaque conférence parents-professeurs, épuisé mais présent. J'ai rencontré une élève de maternelle dont la grand-mère l'élevait après que ses 2 parents soient décédés dans un accident de voiture. J'ai rencontré des enfants qui vivaient dans des appartements avec 5 personnes dans 2 chambres. Des enfants qui portaient les mêmes chaussures jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Des enfants dont les parents les aimaient farouchement, même si rien dans leur vie ne ressemblait à la version Instagram de la famille que mon église vendait. C'est là que j'ai commencé à voir l'écart. En mai 2023, l'école a organisé une levée de fonds lecture sous les étoiles à Zilker Park. C'est moi qui l'organisais. Des parents se sont portés volontaires pour être accompagnateurs. C'est là que j'ai rencontré Ethan Harper. Il était 19h30 un vendredi soir. 83 familles étalées sur des couvertures sous des guirlandes lumineuses. Je gérais le bureau d'inscription quand j'ai remarqué une petite fille en robe d'été jaune imprimée de livres, assise dans un cercle d'enfants lisant Un corps du roi à haute voix. Elle ne pouvait pas avoir plus de 4 ans, mais elle lisait comme si elle l'avait fait 100 fois. Son père se tenait à quelques mètres en arrière, observant, pas en train de surveiller, juste en train de regarder. Quand elle a eu fini, les enfants ont applaudi. Elle s'est levée et s'est inclinée. Il a souri. Après la fin des cercles de lecture, je l'ai vu ramasser les ordures. Pas parce que quelqu'un lui avait demandé, juste parce que c'était nécessaire. Il avait un sac de supermarché et passait rangée par rangée à ramasser les gobelets en papier et les serviettes que les familles avaient laissées. Je me suis approché. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais, a-t-il dit. Anna adore ces événements. Sa mère avait l'habitude de lui lire des histoires tous les soirs. Nous continuons ça. Sa mère. Passé. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai juste aidé à ramasser les ordures. Avant qu'il ne parte, je l'ai regardé tresser les cheveux de sa fille. Elle se tenait devant lui, jacassant à propos du livre qu'elle avait entendu, et il a divisé ses cheveux en 3 sections comme s'il l'avait fait 1000 fois. Doux, patient. Je n'avais jamais vu un homme faire ça avant. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je savais que je le voulais. Au cours des mois suivants, j'ai appris son histoire. Il s'appelait Ethan Harper, 32 ans, professeur d'histoire au collège Lamar Middle School, entraîneur adjoint de basketball. Sa femme, Anna, l'aînée, est décédée il y a 6 ans. Le 12 octobre 2019 à 3h42 du matin, au centre médical Saint-Davidès. Une embolie amniotique pendant une césarienne d'urgence. C'est rare. C'est rapide. Elle était vivante à minuit, morte avant l'aube. Le bébé a vécu, Anna non. Il a donné le nom de sa fille en son honneur, l'a élevée seule, n'a jamais fréquenté personne, ne s'est jamais remarié, a juste travaillé, entraîné, est rentré à la maison, a lu à sa fille, l'a couché, a écrit dans un journal. J'ai découvert le journal plus tard. Il le gardait sur sa table de chevet, écrivait des lettres à sa défunte femme sur les étapes importantes de leur fille. Premier jour de maternelle, première fois qu'elle a fait du vélo, première fois qu'elle a lu un livre chapitre par chapitre seul. Il m'a dit un jour, je veux qu'Anna sache que sa mère faisait partie de chaque moment, même ceux pour lesquels elle n'était pas là. À l'automne 2023, nous nous fréquentions sérieusement. La petite Anna, âgée de 5 ans à l'époque, a commencé à m'appeler Mademoiselle Marie. Elle me posait des questions comme, pensez-vous que ma maman au ciel sait que vous êtes gentille avec nous? Je lui disais, je pense que oui, ma chérie. Ethan lisait des histoires bibliques avec Anna tous les matins avant l'école. Non pas parce qu'il essayait d'impressionner qui que ce soit. C'était une tradition que sa femme avait voulu. La Genèse le lundi, les psaumes le vendredi. Il ne prêchait pas, il lisait juste. Puis il lui préparait le petit déjeuner, lui tressait les cheveux et la conduisait à l'arrêt de bus. Pas de performance, juste de la fidélité. Notre premier rendez-vous officiel était le 9 septembre 2023. Franklin BBQ à 11h30. Il devait récupérer Anna à la maternelle à 14h45. Alors, il a mangé de la poitrine de bœuf et a parlé d'enseignement, de deuil et de ce que cela signifiait de construire une vie après que tout se soit effondré. Il ne parlait pas de sa foi comme d'un CV. Il en parlait comme d'une conversation qu'il avait toujours. Je l'ai emmené au dîner de Noël de mes parents en décembre 2023. Ma mère a souri. Mon père lui a serré la main.
Ils ont posé des questions polies sur son travail, sa fille, sa défunte femme. Ethan a répondu honnêtement. Il n'a pas essayé de les impressionner. Il a juste dit la vérité. Après son départ, mon père a dit, il a l'air d'un homme gentil. Mais Marie, pense à ce que tu prends en charge. Ce que tu prends en charge. Comme si Anna était un fardeau. Comme si aimer un enfant qui avait perdu sa mère était une sorte d'inconvénient facultatif. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Ethan a fait sa demande en mariage le 15 juin 2024 à 18h18. Zilker Botanical Garden, le même endroit où nous avions vraiment parlé pour la première fois lors de cette levée de fonds. Bague simple, $1200. Anna l'a aidé à la choisir. Quand il s'est agenouillé, Anna s'est tenue à côté de lui, tenant une pancarte qui disait « Veux-tu être ma maman bonus ?» J'ai dit « Oui ». J'ai appelé mes parents ce soir-là. J'étais excité. Naïve peut-être, mais excité. Mon père a répondu. Je lui ai dit que nous étions fiancés. Il y a eu une pause. Puis il a dit, un veuf ? Marie, es-tu sûre de ça ? Ma mère a pris la ligne. Que vont penser les gens ? Un homme avec un enfant d'une autre femme ? D'une autre femme ? Comme si Anna était la preuve d'une sorte de scandale ? Comme si sa mère décédée la disqualifiait d'être aimée ? J'aurais dû raccrocher. Je ne l'ai pas fait. J'ai essayé d'expliquer. Je leur ai dit qu'Ethan était un homme bon, un professeur, un père, quelqu'un qui se montrait chaque jour pour sa fille, quelqu'un qui honorait la mémoire de sa défunte femme tout en allant de l'avant. Ma mère a dit, a-t-il suivi une thérapie pour le deuil ? L'Église a des ressources pour les gens comme ça. Les gens comme ça. C'est là que je l'ai senti, le changement. Je n'étais plus leur fille demandant du soutien. J'étais un problème qu'ils devaient gérer. En juillet, j'ai demandé si mon père pouvait officier le mariage à la Grace Community Church. Il a dit non. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau le 22 juillet 2024 à 10h15 du matin. J'étais assise en face de son bureau, 3 photos encadrées derrière lui, une avec le gouverneur, une avec l'équipe de louange à une conférence, une à la cérémonie d'inauguration de l'église. 0 photo de famille. Il a dit que cela envoyait le mauvais message. Une fille de pasteur épousant un homme dont le premier mariage s'est terminé tragiquement. Les gens poseront des questions. Son premier mariage n'a pas pris fin, ai-je dit, sa femme est morte. Marie, il a joint ses mains. J'ai passé 18 ans à bâtir ce ministère. Je ne peux pas laisser des affaires personnelles compromettre le témoignage. Des affaires personnelles ? Je suis ta fille. Tu es aussi l'enfant d'un leader. Cela vient avec des responsabilités. Ma mère était là aussi, assise sur la chaise à côté de moi. Elle a tendu la main et a posé sa main sur la mienne. Chérie, si tu insistes là-dessus, nous te soutiendrons en privé. Mais nous ne pouvons pas être publiquement associés à la cérémonie. Publiquement associés. Comme si mon mariage était un scandale. Comme si épouser un homme qui aimait son enfant était quelque chose de honteux. J'ai retiré ma main. Donc, vous ne viendrez pas. Nous n'avons pas dit ça. Ma mère a dit, si, tu l'as dit. Mon père s'est penché en avant. Nous disons que nous ne pouvons pas célébrer quelque chose que nous ne pensons pas sage. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, vous prêchez la grâce chaque dimanche, mais vous ne pouvez pas l'étendre à votre propre fille. Je suis sorti. D'où à octobre 2024, il y a eu une série de dîners familiaux tendus et d'appels téléphoniques. Mes parents n'arrêtaient pas de suggérer que j'attende un peu plus longtemps ou que je cherche des conseils prénuptiaux auprès de quelqu'un qui comprenait les situations compliquées. Ils ont offert de payer pour cela. $3 500, 12 séances avec le Dr Vernon Matthews, un thérapeute spécialisé dans ce qu'ils appelaient aider les jeunes adultes à prendre des décisions d'alliance sage. Traduction, me dissuader. J'ai refusé. J'ai réservé le jardin botanique de Zilker pour le 15 février 2025. J'ai envoyé des save the date à 60 personnes. Les noms de mes parents étaient listés en bas sous une ligne qui disait « La famille Cadet regrette de ne pas pouvoir être présente ». Ma mère a appelé quand elle a reçu le sien. « Marie, as-tu vraiment besoin de formuler ça comme ça ? Comment devrais-je le formuler ?» ai-je demandé.
Vous ne venez pas. C'est la vérité. Nous pensons juste. J'ai raccroché. Le 18 novembre 2024, 14 heures. J'ai rencontré mes parents à un Starbucks sur South Congress. Mon père avait une réunion d'anciens à 15h30. Il ne pouvait pas être en retard pour les affaires de l'église. Je leur ai demandé une dernière fois, viendrez-vous à mon mariage? Mon père a dit, nous ne pouvons pas célébrer quelque chose que nous ne pensons pas sage. Ma mère a dit, cela nuira à l'église, Marie. Les gens nous admirent. Je l'ai regardé. Donc, vous choisissez l'église plutôt que votre fille? La voix de mon père était calme, froide. Je choisis mon appel. Je suis désolé que tu ne puisses pas le voir. Alors qu'il se levait pour partir, ma mère m'a serré dans ses bras. Elle m'a chuchoté à l'oreille, tu comprendras quand tu seras mère. Parfois, l'amour signifie dire non. J'ai pensé, je comprends déjà. C'est pourquoi je dis oui. En décembre, j'avais accepté. Il ne viendrait pas. Très bien. Mais je n'étais pas seul. Ma meilleure amie Christine, qui dirigeait le groupe de jeunes à Grèce avant de partir pour une autre église, est intervenue comme coordinatrice. Des enseignants de mon école se sont portés volontaires pour aider. Des parents de l'école d'Anna ont proposé d'apporter de la nourriture. Des collègues enseignants d'Ethan ont donné de leur temps. Les parents de sa défunte femme, les grands-parents maternels d'Anna, se sont présentés à chaque réunion de planification avec des gratins et des encouragements. Nous avions 60 invités confirmés. La capacité du lieu était de 75. Cérémonie à 16 heures. La réception était un petit bar à tacos de Torché, $890. Les fleurs ont été offertes par le parent d'un de mes élèves qui possédait une boutique de fleuriste. Pas de planificateur engagé, pas de photographe professionnel, juste des gens qui nous aimaient. Fin janvier, Anna m'a proposé une idée. Elle voulait descendre l'allée en tenant une pancarte. Comme les demoiselles d'honneur, mais avec des mots. Ethan n'était pas sûr. Bébé, tu es sûr que tu veux? Anna a hoché la tête. Je veux que les gens sachent que je suis heureuse que tu épouses mon papa. J'ai dit oui immédiatement. Qu'est-ce que tu veux que la pancarte dise, ai-je demandé. Elle a réfléchi. Je ne sais pas encore. Est-ce que je peux y réfléchir? Pendant les 2 semaines suivantes, Anna y a travaillé avec l'aide de sa maîtresse de CP. Elle m'a gardé le secret. Elle a dit que c'était une surprise pour le mariage. La semaine précédant la cérémonie, nous avons eu un petit dîner de répétition chez Ethan. Le 13 février 2025. 18h30, 18 personnes. Anna portait un t-shirt qui disait « Presque une demoiselle d'honneur ». Un cadeau de sa maîtresse. La grand-mère d'Anna m'a serré dans ses bras et m'a dit « Anna serait si fière de vous deux. Et elle adorerait que bébé t'ait maintenant, Marie. » Anna, la première Anna, celle qui a prié pour nous avant même de savoir que nous existerions. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Message de ma mère. Il n'est pas trop tard pour reporter. Nous pouvons arranger ça. J'ai bloqué le numéro. 15 février 2025. 68 degrés à Austin. Exceptionnellement chaud. Un temps parfait pour une cérémonie dans le jardin. Je me suis préparé chez Christine avec 3 demoiselles d'honneur. Robe simple ivoire. $650 d'une boutique locale. Pas de voile, juste des fleurs dans les cheveux. Ethan et Anna se sont préparés à la maison. Anna n'arrêtait pas de vérifier son sac où la pancarte était enroulée. Elle lui a demandé, « Papa, et si les gens n'aiment pas ma pancarte ?» Il lui a dit, « Bébé, tu l'as faite de ton cœur. C'est tout ce qui compte. » À 15h45, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Pas de message de mes parents. Je l'ai éteint. 60 invités étaient assis sur des chaises de jardin blanches disposées en rangée. Le mari de Christine, un ministre ordonné, a officié. Guitare acoustique jouée par un parent de l'école d'Anna. Les demoiselles d'honneur ont descendu l'allée. Puis ce fut le tour d'Anna. L'officiant a souri. Et maintenant notre demoiselle d'honneur, bien qu'elle ait quelque chose d'un peu différent à partager avec nous aujourd'hui. Anna est apparue au fond de l'allée. Robe blanche avec une écharpe violette. Son choix. Dans ses mains,
un panneau enroulé attaché avec un ruban violet. Elle a marché lentement. 12 mètres de pétales de rose blanche déjà éparpillés. À mi-chemin, elle s'est arrêtée, a défait le ruban, a déroulé le panneau, l'a tourné vers les invités. Le panneau mesurait 45 par 60 cm. Marqueur violet. Écriture d'Anna, 6 ans. Sa maîtresse l'avait aidée avec l'orthographe, mais les mots étaient les siens. Il disait, « Mon papa dit que l'amour, c'est se montrer présent. Marie se montre présente pour nous tous les jours. C'est pourquoi elle est ma famille maintenant. » En dessous, en plus petite lettre qu'elle avait ajoutée elle-même, « Ma maman au ciel l'a envoyée. » Je le sais. La pièce est devenue complètement silencieuse. Puis j'ai entendu quelqu'un halter. Doucement. Presque un sanglot. Anna a eu l'air confuse une seconde. Puis elle m'a vu pleurer à l'hôtel et a couru vers nous. Ethan a fait un pas en avant, les larmes coulant sur son visage. Il l'a soulevée. Je l'ai embrassée sur le front. Les invités ont applaudi. Christine pleurait. Plusieurs professeurs pleuraient. La grand-mère d'Anna avait la main sur la bouche. L'officiant a fait une pause pour se ressaisir. Une invitée a chuchoté à sa voisine, « Où sont ses parents ?» Les parents de la mariée. La voisine a chuchoté en retour, « J'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas venus. Ils ont manqué ça. » La sœur de Christine était assise dans la section gauche du milieu, rangée 4, siège 6. Elle avait enregistré toute la scène avec son téléphone. L'angle a tout capturé. Anna marchant, le dévoilement de la pancarte, la réaction de la salle, mon visage, le visage d'Ethan, Anna courant dans nos bras, 90 secondes de silence, puis 30 secondes de pleurs et d'applaudissements. La cérémonie a continué. Nous avons prononcé nos vœux. La voix d'Ethan s'est brisée 2 fois. La mienne s'est brisée 1 fois. Nous nous sommes embrassés. Tout le monde a applaudi. Ce soir-là à 21h47, la sœur de Christine a mis la vidéo en ligne sur TikTok. Légende, quand une élève de première année comprend l'amour mieux que la plupart des adultes. Elle n'a tagué personne, n'a rien attendu, elle voulait juste partager un beau moment. À minuit, elle avait 3200 vues. Dimanche matin, 16 février, je me suis réveillé avec 180 000 vues. Nous étions en lune de miel, un week-end dans un petit gîte à Frederiksburg. Nous avions prévu de rester hors ligne, de nous déconnecter, de juste être mariés. Christine m'a envoyé un SMS à 8h du matin. Tu as vérifié TikTok? J'ai répondu, nous sommes en lune de miel. Nous sommes hors ligne. Christine, tu devrais peut-être te connecter. J'ai ouvert TikTok. La vidéo était partout. À 14h, 890 000 vues. À 20h, 2,1 millions. Les groupes de mères d'Austin la partageaient. Les réseaux d'enseignants la partageaient. Le TikTok chrétien la découvrait. La section des commentaires se remplissait rapidement. Où étaient ses parents? Ce bébé comprend l'évangile mieux que la plupart des pasteurs. Que quelqu'un découvre à quelle église sa famille va. J'ai senti mon estomac se serrer. Lundi matin, 17 février, 5,3 millions de vues. Quelqu'un dans les commentaires a reconnu le jardin botanique de Zilker. Quelqu'un d'autre a commenté, « Attendez, n'est-ce pas la fille du pasteur de Grace Community Church à Austin ?» Un autre commentaire, « OMG, j'y vais. » Son père est le pasteur principal Michael Cadet. Puis le fil de discussion a explosé. Ses parents dirigent une méga église et ne sont pas venus. Je suis membre là-bas. C'est fou. Ils prêchent les valeurs familiales chaque semaine. Dimanche soir, la vidéo avait été partagée sur 47 groupes Facebook d'églises de la région d'Austin, 23 comptes Instagram de mères chrétiennes, 15 fils Twitter de foi et de famille, et le groupe de discussion des membres de Grace Community Church. Des captures d'écran l'ont confirmé plus tard. Lundi matin, mon téléphone, toujours éteint, avait 53 appels manqués quand je l'ai finalement rallumé. Le téléphone d'Ethan avait 41 SMS de parents de ses élèves, tous encourageants, tous une version de « Nous avons vu la vidéo. Anna est incroyable. Félicitations. » Et un SMS de ma mère. Nous devons parler maintenant. Je n'ai pas répondu. Mardi, 18 février, la vidéo a atteint 8,3 millions de vues. Les nouvelles locales d'Austin l'ont reprise.
Un moment de mariage émouvant devient viral. L'article mentionnait que la mariée était une conseillère scolaire locale. Le marié était un professeur de collège et, enfoui dans le 3e paragraphe, les parents de la mariée, des leaders d'églises locaux, étaient notamment absents de la cérémonie. Mardi soir, 11,2 millions de vues. TikTok l'a marqué comme en tendance. La version Instagram réelle avait 2,8 millions de vues supplémentaires. Les republications YouTube totalisaient 1,6 million de vues. Mercredi, 19 février, Grace Community Church a tenu une réunion de personnel d'urgence. Sujet, aborder la situation des médias sociaux. Dimanche, 23 février, une semaine après le mariage. Service de 9h30 de la Grace Community Church. Mon père a prêché sur la confiance dans le plan de Dieu. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Plusieurs personnes m'ont envoyé des SMS. Le sermon était gênant. Il a parlé de la façon dont les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Comment parfois nous devons prendre des décisions difficiles que d'autres ne comprennent pas. Comment le leadership exige des sacrifices. Il ne m'a jamais mentionné par mon nom. Il n'a jamais mentionné le mariage. Il n'a jamais mentionné la vidéo, mais tout le monde savait. La fréquentation ce dimanche-là, 2615 personnes, en baisse par rapport aux 2780 habituels. L'offrande était en baisse de 12%. Sur le parking après le service, les gens s'attardaient. Les conversations ont duré 40 minutes. Normalement, les gens partaient rapidement. Ce jour-là, ils sont restés, ont parlé, ont chuchoté. Un membre s'est approché de mon père. « Pasteur, puis-je vous poser une question sur le mariage de Marie ?» Le sourire de mon père était tendu. « C'est une affaire de famille privée. » Eh bien, c'est assez public maintenant. Lundi soir, le Conseil des Anciens a demandé une réunion. Objet, préoccupation de la congrégation. J'ai commencé à recevoir des messages de membres de l'Église que je connaissais depuis toujours. Des professeurs du ministère des Enfants. Des gens qui m'avaient vu grandir dans ce bâtiment. Marie, tu vas bien? Tes parents ne sont vraiment pas venus? Je ne comprends pas. Un SMS d'une fille qui avait été dans mon groupe de jeunes il y a 7 ans. Marie, j'ai toujours admiré ta famille. Je ne comprends pas pourquoi ils auraient manqué ton mariage. Tu m'as appris l'amour inconditionnel. Que s'est-il passé? J'ai reçu 127 SMS entre le 19 et le 28 février. 43 MP Instagram, 18 emails, 9 cartes manuscrites envoyées à mon adresse. 89% étaient encourageants. 11% défendaient le droit de mes parents aux limites. Mais un message se distinguait de la maîtresse de maternelle d'Anna en 2023. Je ne savais même pas qu'elle allait à Grèce. Elle a écrit, « Marie, j'étais à ton mariage. Je suis aussi membre de Grace Community. Tes parents ne le savent pas, mais la défunte mère d'Anna. Elle faisait partie de mon petit groupe avant de mourir. Elle a prié pour que tu entres dans la vie de cette famille. Elle a prié pour toi par ton nom. J'ai l'entrée de journal. J'aimerais te la partager un jour. » J'ai fixé ce message pendant 20 minutes. Anna, la première Anna, avait prié pour moi avant de mourir. Avant même que je ne rencontre Ethan, avant que tout cela n'existe. J'ai répondu, j'adorerais le voir. Début mars, ma mère a appelé. J'ai répondu. Marie. Sa voix était tendue, contrôlée. Nous devons prendre un café et parler d'eux. De quoi? De cette situation avec l'Église. Quelle situation? Les gens se méprennent. Ils ne connaissent pas toute l'histoire. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine. Ethan était dans le salon avec Anna, lisant. Je pouvais l'entendre rire. Quelle histoire, ai-je demandé. Vous avez choisi de ne pas venir à mon mariage. C'est toute l'histoire. Nous te protégions. Non, vous vous protégiez vous-même. Silence. Puis ma mère a dit, nous pouvons présenter cela comme un malentendu. Si tu publies juste une déclaration disant que nous avions un engagement antérieur. J'ai raccroché. 6 minutes et 33 secondes. C'est la durée de l'appel. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal d'appel après. Le 8 mars, le titre du sermon de mon père a changé à la dernière minute. Il était censé être « Marcher dans la foi ».
Le bulletin avait déjà été imprimé. Il l'a changé en « Quand les familles ne sont pas d'accord, les gens ont commencé à enregistrer ». Le sermon a duré 38 minutes. Il a passé 2 minutes et 15 secondes à aborder les situations familiales. Il a parlé de la façon dont le leadership ne signifie pas la perfection, comment cela signifie apprendre, comment sa famille avait traversé une saison difficile, comment il était reconnaissant pour la grâce alors qu'il naviguait dans des affaires privées. Il ne m'a jamais mentionné par mon nom. Il n'a jamais mentionné le mariage. Il n'a jamais mentionné la vidéo, mais tout le monde savait. Après le service, la congrégation s'est divisée. Certains l'ont serré dans leurs bras, certains ont serré la main poliment et sont partis rapidement. 2 semaines plus tard, l'un des diacres de longue date a démissionné. Officiellement sans rapport, mais le timing a été noté. Mi-mars, j'ai pris une décision. J'allais répondre, non pas avec colère, non pas avec défensive, juste avec clarté. J'ai écrit une déclaration. Ethan l'a lu. Les grands-parents d'Anna l'ont lu. Christine l'a lu. Ils ont tous dit la même chose. Publie-la. Je l'ai rédigé le 12 mars, révisé le 15 mars, publié le 16 mars à 14h33. Instagram, mon compte personnel. J'avais 890 abonnés à l'époque. En 10 minutes, 200 likes. En 1 heure, 2400 partages. Voici ce que j'ai écrit. Beaucoup de gens m'ont interrogé sur mes parents et mon mariage. Voici ce qui s'est passé. Mes parents sont le pasteur Michael et Diane Cadet de l'église Grace Community à Austin. J'ai grandi dans cette église. J'ai appris la grâce, la miséricorde et l'amour inconditionnel depuis la chair chaque dimanche. Quand je suis tombée amoureuse d'un veuf, un professeur de collège, un père fidèle, un homme qui a élevé sa fille seule après avoir perdu sa femme, mes parents m'ont dit que cela compliquerait leur témoignage. Ils m'ont demandé d'attendre, de reconsidérer, de penser à ce que les gens diraient. Quand j'ai quand même choisi de l'épouser, ils ont choisi de ne pas assister à notre mariage. Non pas parce qu'Ethan n'est pas un homme bon, non pas parce qu'Anna n'est pas une enfant merveilleuse, mais parce qu'ils avaient peur de ce que cela donnerait. Mon mari enseigne l'histoire et l'intégrité aux enfants tous les jours. Sa fille vient d'enseigner l'amour à des millions de personnes. Mes parents m'ont appris les mots de la grâce, mais Ethan et Anna m'ont montré ce que c'est réellement. Je ne partage pas cela pour la sympathie. Je le partage parce que beaucoup d'entre vous ont grandi comme moi, croyant que la foi signifie la performance, que l'amour vient avec des conditions, que l'image compte plus que les gens. Ce n'est pas le cas. Je pose des limites avec mes parents jusqu'à ce qu'ils comprennent cela. Pas par colère, mais par clarté. Et à tous ceux qui n'arrêtent pas de me demander si je regrette d'avoir épousé Ethan, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas leur avoir tenu tête plus tôt. Marie Harper. Oui, j'ai fièrement changé mon nom. Le message a atteint 890 000 personnes en 72 heures. Il a été partagé par des réseaux d'enseignants, des groupes de parents, des comptes de récupération de traumatismes, des communautés ex-évangéliques, des défenseurs d'églises saines. Le commentaire le plus populaire a eu 18 000 likes. Voici à quoi ressemble réellement l'évangile. Le compte Instagram de Grace Community Church a désactivé les commentaires sur toutes les publications. L'assistante de mon père m'a appelé, m'a demandé si j'envisagerais de supprimer la publication pour l'unité du ministère. J'ai refusé. Le lendemain, Christine a publié quelque chose sur son propre compte. Elle ne m'a pas demandé d'abord. Elle l'a juste fait. 3 photos. La première est un faire-part. En bas, il était clairement indiqué que mes parents ne pouvaient pas être présents. La deuxième, le bulletin de l'église du 16 février, le dimanche après mon mariage. Il montrait mon père prêchant. Sujet, faire confiance au plan de Dieu. Aucune mention de moi. Aucune mention d'un mariage familial. La troisième, une photo du mariage. 2 chaises vides au premier rang. Des rubans blancs noués dessus. Place réservée pour des gens qui ne sont jamais venus. Légende, preuve. La section des commentaires a explosé. Donc, il était en assez bonne santé pour prêcher, mais pas assez pour accompagner sa fille jusqu'à l'autel. Les rubans sur les chaises vides, je pleure. C'est à cela que ressemble l'abus spirituel. La publication de Christine est apparue le 17 mars à 9h15 du matin. À la fin de la journée,
Austin Local News avait demandé une interview avec moi. J'ai refusé. J'ai dit au journaliste, la vidéo et la publication disent tout ce qu'il y a à dire. Fin mars, début avril, la fréquentation de l'église Grace Community a continué de baisser. Pas un effondrement, pas un exode massif, juste un déclin lent et régulier. 23 mars, 2510. 30 mars, 2420. 6 avril, 2350. Dimanche de Pâques, 13 avril, 2385. Une petite remontée. Puis cela a de nouveau baissé la semaine suivante. Le ministère des Femmes, dirigé par ma mère, a vu le nombre d'inscriptions chuter de 18% pour la session d'études bibliques du printemps. Plusieurs membres de longue date ont cité des conflits d'horaires. Fin avril, le Conseil des Anciens a demandé à mon père d'aborder la situation dans un sermon. Non pas comme une excuse, mais comme une transparence pastorale. Il a résisté. Ils ont insisté. Le compromis, une brève reconnaissance. 27 avril, service de 10h30. Le leadership ne signifie pas la perfection, a-t-il dit depuis la chaire. Cela signifie apprendre. Ma famille a traversé une saison difficile. Je suis reconnaissant pour votre grâce alors que nous gérons des affaires privées. Sermon de 38 minutes, 2 minutes et 15 secondes consacrées à la situation. Il ne m'a jamais mentionné par mon nom. Il n'a jamais mentionné le mariage. Il n'a jamais mentionné la grâce cette fois. Après le service, la congrégation s'est divisée, certains l'ont serré dans leurs bras, certains ont serré la main et sont partis rapidement. Un diacre de longue date a démissionné 2 semaines plus tard officiellement pour des raisons personnelles, mais les gens ont remarqué le timing. Mai 2025. Mes parents ont demandé une thérapie familiale. Ma mère a envoyé un SMS, pouvons-nous au moins essayer? J'ai répondu, seulement si le thérapeute n'est pas affilié à l'église. Elle n'a pas répondu. 3 jours plus tard, elle a de nouveau envoyé un SMS, pouvons-nous au moins nous rencontrer pour dîner? J'ai répondu, quand vous serez prêt à vous excuser auprès d'Ethan et d'Anna, non pas pour l'image, mais parce que vous le pensez vraiment, appelez-moi. Jusque-là, c'est fini. Pas de réponse. Le 18 mai, fête des mères, j'ai envoyé des fleurs à la maison de ma mère. La carte disait, je t'aime toujours, mais je ne peux pas te faire confiance avec ma famille. Elle n'a pas répondu. Juin 2025, Anna a eu 7 ans. Nous avons organisé une fête d'anniversaire chez nous. 25 enfants, enseignants, parents d'élèves, les grands-parents d'Anna, les parents de la défunte épouse d'Ethan, Christine et sa famille, une famille choisie. Mes parents n'étaient pas invités. Anna m'a posé des questions à leur sujet une fois. Pourquoi ta maman et ton papa ne viennent-ils pas chez nous? Je me suis agenouillé, je l'ai regardé dans les yeux. Parce que toutes les personnes qui te sont liées ne sont pas sûres pour toi, bébé. Et ce n'est pas grave. Elle a réfléchi, puis a hoché la tête. D'accord. Et c'est tout. Elle est retournée jouer avec ses amis. Été 2025. La vie a continué. Ethan et moi nous sommes installés dans notre mariage. Anna s'épanouissait. Notre maison est devenue le lieu de rassemblement de notre communauté. Dîner du jeudi à 18h30. Anna m'aidait à cuisiner. Ethan mettait la table. Enseignants, parents, amis. Nous avons accroché des photos dans le couloir, des photos de mariage, des photos d'école d'Anna, et avec respect, une photo de la défunte épouse d'Ethan. Anna avait besoin de la voir, de la connaître, de se souvenir qu'elle faisait également partie de cette famille. En septembre, j'ai reçu une lettre de la grand-mère d'Anna, la mère de la défunte épouse d'Ethan. À l'intérieur se trouvait une page de journal intime. Encre bleue, datée du 18 avril 2019. Anna, la première Anna, était enceinte. Grossesse à risque élevé. Elle savait que quelque chose pouvait mal tourner. Elle a écrit, « S'il m'arrive quelque chose, je prie pour qu'Ethan trouve quelqu'un qui aimera ce bébé comme le sien. Quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui se montre présent. Mon Dieu, envoie-nous quelqu'un qui se montre présent. » La note de la grand-mère disait, « Marie, j'ai trouvé ceci après le décès d'Anna. Je l'ai gardé pendant 6 ans. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai su que tu es la réponse à sa prière. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré pendant 1 heure, j'ai montré à Ethan,
il m'a tenu. Puis nous l'avons encadré. Nous l'avons accroché dans le salon à côté de l'enseigne de mariage. Anna ne sait pas encore pour le journal. Nous le lui montrerons quand elle sera plus âgée. Pour l'instant, elle sait juste qu'elle est aimée. Fin 2025, Ethan et moi avons lancé quelque chose, le fonds Anna S. Hope, une bourse pour les enfants de parents célibataires poursuivant des études. Nous l'avons financé avec les revenus de la vidéo virale, le fonds de créateurs TikTok, la monétisation YouTube des rediffusions de Christine avec notre permission et les dons de la communauté. Nous l'avons annoncé en novembre. Nommé en l'honneur de la femme qui a prié pour cette famille et de l'enfant qui nous a montré à quoi ressemble la grâce. Première bourse, 2500 $ à un élève de terminale élevé par un père veuf. Elle poursuivait un diplôme d'enseignement. Nous avons reçu 340 candidatures lors du premier cycle. Notre objectif, 5 bourses par an. En décembre, mes parents ont vu l'annonce. Ils ont envoyé un email. Nous aimerions contribuer. Je l'ai transmis au conseil de la bourse. Ils ont accepté le don de manière anonyme. Je n'ai jamais répondu à l'email. Janvier 2026. L'enseigne d'Anna du mariage est accrochée dans notre salon. Encadrée professionnellement, bois sur mesure de 185 $. À côté, l'entrée de journal d'Anna Senior. En dessous des deux, une petite plaque avec une citation. Isaïe 11h06 et un petit enfant les conduira. C'est la première chose que vous voyez en franchissant notre porte d'entrée. Anna demande parfois à emporter l'enseigne à l'école pour la montrer. Nous la laissons faire. Mes parents n'ont toujours pas vu Anna en personne depuis le mariage. Elle pose des questions sur ses grands-parents occasionnellement. Je lui dis la vérité, de manière appropriée à son âge. Parfois, les gens ont besoin de temps pour comprendre ce qui est important. Elle hoche la tête, accepte, passe à autre chose. Les enfants sont meilleurs que les adultes pour les limites. 15 février 2026, 1 an d'anniversaire. Nous sommes retournés au jardin botanique de Zilker. Le même endroit où Ethan a fait sa demande. Le même endroit où nous nous sommes mariés. Christine a pris notre photo. Ethan, moi. Anna. Anna portait du violet, sa couleur préférée. La même couleur que son écharpe de mariage. Pouvons-nous venir ici chaque année, a-t-elle demandé. Chaque année, bébé, ai-je dit. Même quand je serai grande. Ethan a souri. Même quand tu seras grande. Ce soir-là, j'ai posté la photo d'anniversaire. Légende, il y a un an, une enfant de 6 ans a enseigné à une pièce remplie d'adultes ce qu'était la famille. Aujourd'hui, elle nous enseigne la joie. La gratitude ne suffit même pas. Des milliers de commentaires, des gens qui avaient suivi l'histoire, des gens qui avaient partagé la vidéo, des gens qui avaient été inspirés à fixer leurs propres limites, des gens qui avaient quitté des églises toxiques, des gens qui avaient choisi l'amour plutôt que la performance. Un commentaire se distinguait d'une femme que je ne connaissais pas. Mes parents m'ont renié quand j'ai épousé quelqu'un en dehors de notre religion. J'ai vu votre histoire et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je pose des limites maintenant. Merci de m'avoir montré que c'est possible. C'est là que j'ai compris que cette histoire n'avait jamais été seulement à propos de moi. Mes parents m'ont enseigné le vocabulaire de la foi. Ils m'ont enseigné les bons mots, la bonne posture, la bonne performance. Mais Ethan et Anna m'ont enseigné le langage. Et je comprends enfin que la grâce n'est pas ce que vous prêchez. C'est à qui vous vous montrez présent. Surtout quand cela vous coûte quelque chose. Mon père prêchait la grâce depuis une scène devant 2800 personnes chaque semaine. Mais une petite fille de 6 ans tenant une pancarte au marqueur violet a montré plus de grâce en une seule marche dans une allée qu'il n'en avait montré en 18 ans de ministère. Cette pancarte est accrochée dans mon salon maintenant. Certaines personnes pensent que c'est juste un doux souvenir de mariage. Mais je sais ce que c'est vraiment. C'est un enregistrement, un reçu, un rappel que l'amour ne concerne pas l'apparence. Il s'agit de savoir qui se montre présent. Et le 15 février 2025, les personnes qui comptaient le plus, elles se sont montrées présentes. Les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, elles ne l'ont pas fait. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la différence entre la foi et la performance. Anna a 8 ans maintenant. Elle demande encore parfois si ses grands-parents viendront un jour lui rendre visite. Je lui dis la vérité.
Je ne sais pas, ma chérie, mais tu as tellement de gens qui t'aiment. Tu nous as. Tu as tes autres grands-parents. Tu as tes professeurs et tes amis et tous ceux qui se sont montrés présents quand cela comptait. Elle y réfléchit. Puis elle dit, ça fait beaucoup de monde. Oui, je lui dis. C'est vrai. Et elle sourit et s'enfuit jouer. Parce qu'elle sait quelque chose que mes parents n'ont jamais appris. La famille, ce n'est pas qui vous êtes liés, c'est qui se montre présent. Et nous nous montrons présents les uns pour les autres chaque jour.